Et si dès demain, vos réserves n'étaient plus vraiment à vous, imaginez la scène, plus de 300 milliards de dollars russes, jusqu'ici protégés au cœur de l'Europe, sont soudainement déclarés utilisables par l'Union européenne. D'un geste politique, ce qui semblait sacré devient un levier de pression. Ce basculement, d'apparence technique, provoque un séisme historique. Désormais, la confiance ne suffit plus. Le système qui assurait qu'aucun pays ne verrait ses avoirs saisis à l'étranger vacille. Si même une puissance mondiale telle que la Russie peut se faire confisquer ses réserves sans son consentement, qui peut encore se sentir à l'abri? Du Kremlin à Pékin, de Riyad à Bamako, la décision fait trembler les capitales. Ce n'est plus seulement la guerre en Ukraine, c'est la sécurité de chaque épargne nationale, la souveraineté monétaire de chaque État et même la protection du patrimoine individuel qui vacille. L'Occident vient, sans le dire, de briser une règle fondamentale. La confiance internationale n'est plus garantie. Aujourd'hui, il s'agit d'apprendre à anticiper, à choisir où placer sa confiance, à défendre son indépendance financière. La dévalorisation, la marginalisation, la perte de souveraineté ne sont plus des scénarios lointains, mais des menaces réelles qui pourraient, demain, nous concerner tous. Mais comment l'Europe a-t-elle pu franchir ce point de rupture? Pour comprendre cette rupture, il faut revenir sur les étapes qui ont mené à cette décision radicale. Explorons comment un principe ancien a été balayé en quelques mois. Pendant des décennies, une seule promesse semblait inébranlable. Les réserves d'État, ces trésors déposés à l'étranger, resteraient sacrés. Même lors des pires guerres, elles étaient intouchables. Ce principe discret mais absolu était le socle invisible de la stabilité financière mondiale. Un exemple historique éclaire la force de cette promesse. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les bombes pleuvaient sur Londres, les réserves d'or allemandes détenues à la Banque d'Angleterre n'ont pas été confisquées malgré la fureur du conflit. Cette retenue, fruit d'une tradition séculaire, montrait que la confiance surpassait même la haine des armes. Dans l'ombre des crises, ces réserves souveraines incarnaient la confiance ultime entre nations. Elles étaient la garantie silencieuse que, quoi qu'il arrive, la frontière entre politique et finance ne serait jamais franchie. Ce pacte non écrit permettait à la planète entière d'échanger, d'investir, de planifier l'avenir en toute prévisibilité. Au centre de ce système, Euroclear en Belgique endossait le rôle de gardien impartial. Derrière les murs de verre à Bruxelles, Euroclear incarnait rigueur et neutralité. Banques centrales, fonds souverains, gouvernements du monde entier y plaçaient en leur fortune, certains que la sécurité institutionnelle primerait toujours sur les tensions géopolitiques. Pour mieux comprendre ce rôle, pensons à Euroclear comme à une immense chambre forte où chaque nation range sa part de trésor sous l'œil impartial d'un gardien neutre. C'est un peu le coffre-fort du monde où la Suisse, le Brésil, la Chine ou l'Arabie saoudite déposent leurs bijoux de famille, confiant que personne ne viendra les saisir. Mais tout a basculé avec la guerre en Ukraine. Lorsque l'Union européenne a gelé les avoirs russes, elle présentait cette mesure comme temporaire, simple avertissement à Moscou et non sanction définitive. Le message était limpide, geler ne signifiait pas confisquer. Cette nuance était vitale. L'Occident jurait que le respect du droit et la protection des dépôts étrangers étaient intangibles. La confiance mondiale reposait sur cette parole. De Pékin à Buenos Aires, les gouvernements observaient. Si une grande puissance pouvait voir ses réserves bloquées, qu'adviendrait-il des plus vulnérables? Répétée à chaque sommet, cette promesse était le pilier du système financier du siècle. Pourtant, la frontière entre gel et confiscation commençait déjà à se brouiller. Les marchés, eux, percevaient tant la fragilité naissante. Toute la solidité du système ne tenait plus qu'à un fil, la foi collective en la parole occidentale. Car si jamais cette promesse venait à faillir, l'ordre financier mondial s'effondrerait. La peur remplacerait la confiance. Chaque nation, chaque réserve, deviendrait soudain vulnérable, exposée aux décisions politiques du moment. Pour illustrer ce point, souvenons-nous de la crise de la dette argentine au début du XXIe siècle. Lorsque l'Argentine a fait défaut, certains créanciers ont tenté de saisir des navires de guerre argentins à l'étranger pour recouvrer leurs dus. Si la neutralité des réserves avait été rompue à l'époque, cela aurait ouvert la porte à d'innombrables abus et à une insécurité juridique généralisée. Et bientôt, ce qui n'était qu'un gel symbolique franchira un seuil irréversible, se transformant en arme financière d'une puissance inédite. Derrière les discussions officielles, des signaux alarmants circulent déjà dans les salles de marché internationales. La question n'est plus de savoir si cette barrière tombera, mais quand et avec quelles conséquences inattendues. Un mot bascule, et c'est l'équilibre du monde qui vacille.
Au départ, Bruxelles ne parlait que d'une immobilisation temporaire des avoirs russes, un gel censé n'être qu'une parenthèse. Mais dans l'ombre des réunions, le vocabulaire a glissé. Immobilisé est devenu utilisable. Ce glissement imperceptible a brisé un tabou planétaire. Pour la première fois, la neutralité sacrée des réserves souveraines était menacée. La transformation s'est faite lentement, presque subrepticement. D'abord, il s'agissait seulement de priver la Russie de ses ressources. Puis, sous la pression du conflit, une idée a germé. Et si ces fonds servaient à financer la résistance ukrainienne? Chaque réunion, chaque échange rapprochait l'Europe de la ligne rouge. Utiliser ce qui appartenait à autrui. Les débats étaient étendus. Devait-on franchir le pas et toucher à ses intérêts? Ou fallait-il préserver la réputation de l'Europe comme refuge pour les capitaux du monde? Les ministres savaient que chaque mot pouvait fissurer l'édifice de confiance patiemment bâti. Pour comprendre la gravité de ce débat, rappelons-nous l'affaire des avoirs iraniens gelés aux États-Unis dans les années 70. Après la révolution islamique, Washington a gelé les fonds iraniens, mais n'a pas osé les utiliser sans un accord international. Cet épisode a marqué les esprits, car il a montré que la tentation d'utiliser des fonds étrangers existe depuis longtemps, mais que le respect du droit international imposait des limites claires. Certains proposaient une solution intermédiaire, ne prendre que les intérêts générés, jamais le capital. Mais la nuance était ténue. À partir du moment où l'on exploite ces fonds, la frontière entre gardiens et prédateurs s'efface. Ce qui hier semblait impossible devenait soudain pensable. C'est dans cette zone grise que le droit s'est mis à plier. La règle, censée être universelle, devenait un instrument au service de la politique. L'Europe, longtemps perçue comme havre de stabilité, voyait son image ternie. Les gestionnaires de fortune n'étaient pas dupes. La légalité ne vaut rien sans la confiance. Le choc fut immédiat sur les marchés. À Pékin, à Riyad, à Abuja, les détenteurs de fonds souverains ont scruté la décision européenne avec une anxiété croissante. La question s'est imposée, si les avoirs russes sont utilisables aujourd'hui, qu'est-ce qui protège les nôtres demain? Pour l'Occident, le risque était colossal. En cédant à la tentation, il mettait en péril son bien le plus précieux, la confiance mondiale. Sans elle, aucune réserve, aucun contrat, aucun billet ne vaut davantage qu'une promesse fragile. Ce choix n'était pas seulement une riposte à la guerre, c'était une faille dans l'ossature de la finance internationale. Là où l'Europe espérait renforcer sa position, elle a semé le doute. Le sanctuaire s'est fissuré. Les marchés ont commencé à réévaluer la notion de sécurité financière. Les fonds asiatiques, du Golfe ou africains, autrefois attirés par les actifs européens, ont ralenti ou cherché d'autres refuges. L'idée d'un système parallèle s'est concrétisée. Dédollarisation, nouvelles infrastructures de paiement, accords bilatéraux hors du giron occidental. La contestation ne venait plus seulement de Moscou. Une partie du monde remettait en cause l'ordre établi. La brèche était ouverte, la règle universelle devenait une arme. Dès lors, une inquiétude universelle s'est installée. Qui sera la prochaine cible, et quand la règle changera-t-elle encore? Derrière chaque décision de Bruxelles, une onde de choc se propage. Les conséquences, déjà visibles, pourraient s'aggraver à la moindre secousse. Quand l'Europe entr'ouvre la boîte de Pandore, un frisson parcourt la planète. Chacun comprend que la neutralité financière n'existe plus, et que personne n'est intouchable. À Moscou, la riposte s'est faite sans vacarme. Pas de coup d'éclat, mais une vengeance froide, inscrite dans des décrets ciselés. La Russie a lancé la nationalisation de dizaines d'actifs occidentaux, usines, banques, réseaux énergétiques. Tout a été passé au crible, puis transféré sous contrôle russe dans un calme glacial. Simultanément, des taxes compensatoires sont apparues. Leur logique: prenez ce que vous avez saisi, nous prendrons l'équivalent ici. Les entreprises occidentales se sont retrouvées assiégées, taxées, parfois expropriées à perte face à un droit taillé sur mesure. Les cabinets d'avocats locaux sont devenus des arènes, multipliant les embûches pour ralentir et alourdir la sortie des capitaux étrangers. Ce genre de représailles n'est pas inédit. Dans les années 70, lorsque la Libye de Kadhafi a vu ses avoirs gelés en Occident, elle a immédiatement nationalisé les concessions pétrolières étrangères. Ce fut un effet miroir, à chaque saisie, une riposte sur le sol national. L'histoire se répète, mais les enjeux sont désormais mondiaux et interconnectés. Mais la contagion ne s'arrête pas là. Dans l'ombre des sommets, la méfiance s'organise partout. Le signal est reçu. Si les avoirs russes peuvent être gelés d'un trait de plume, qui sera le prochain? Au sein des BRICS, le ton a changé. Il n'est plus question de discuter, mais de bâtir. Les alternatives émergent à grande vitesse.
Des corridors de paiement indépendants voient le jour, échappant au contrôle du dollar et de l'euro. De plus en plus de transactions s'effectuent en yuan, en roupies, en réal, en dirhams. Les banques centrales d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient concluent des accords bilatéraux, laissant SWIFT de côté, jugé trop vulnérable. Prenons un cas concret. En 2023, le Nigeria et la Chine ont signé un accord pour régler une partie de leurs échanges commerciaux en naira et en yuan sans passer par le dollar. Cette initiative s'inscrit dans la vague de dédollarisation qui gagne du terrain après chaque crise de confiance envers l'Occident. L'Afrique, surtout au Sahel, observe avec inquiétude. Pour beaucoup d'États, l'épisode des avoirs gelés fait office de réveil brutal. Si même un géant comme la Russie peut voir son trésor confisqué, qui peut se croire à l'abri ? Les discours sur la souveraineté monétaire, jadis confinés à quelques cercles, gagnent les parlements et les médias. Certains pays du Sahel, longtemps dépendants du franc CFA et des banques européennes, évoquent à la création de leurs propres institutions régionales. L'enjeu, reprendre la main sur leurs réserves et leur destin économique. Un exemple frappant, en 2022, le Mali a lancé les premières discussions pour créer une banque centrale, régionale, indépendante des systèmes occidentaux. Ce projet, autrefois utopique, est désormais considéré comme un impératif stratégique. À mesure que les alternatives se multiplient, un nouvel équilibre psychologique s'installe. Jadis, la confiance dans le système occidental allait de soi. Aujourd'hui, elle se mérite. La certitude que l'argent est en sécurité en Europe s'effrite, remplacée par une prudence méticuleuse. Les flux se déplacent lentement, mais sûrement, hors des coffres européens. Les chiffres officiels masquent ce mouvement, mais dans les coulisses, banquiers et gouverneurs ajustent leur portefeuille avec discrétion. La dédollarisation et la déseuropéanisation ne sont plus des slogans, mais une réalité rampante. Ce qui se joue, c'est bien plus qu'une joute de décrets ou de chiffres. C'est la reconfiguration silencieuse de l'ordre financier mondial. Celui ou celle qui rate ce virage risque d'être marginalisé, relégué à la périphérie du prochain équilibre. La neutralité est morte, la souveraineté doit maintenant s'inventer sur des bases nouvelles. Mais cette redistribution mondiale n'est qu'à ses débuts. D'autres acteurs, jusque-là silencieux, s'apprêtent à faire entendre leur voix. Quand la confiance mondiale s'effrite, seuls ceux qui créent de nouveaux cadres survivent. Partout, la décision européenne d'utiliser les avoirs russes gelés agit comme une onde de choc. Les nations refusent la passivité. Elles bâtissent activement des alternatives concrètes. En Afrique, des réseaux de paiement régionaux voient le jour, réduisant la dépendance envers le dollar et l'euro. Désormais, plusieurs pays africains échangent entre eux sans passer par les banques occidentales. Au Brésil, des accords de troc émergent. Le pétrole s'échange contre du blé ou des médicaments, court-circuitant les devises traditionnelles et rendant les transactions plus robustes face aux crises. En Asie, de nouveaux systèmes de compensation rapprochent les économies, permettant aux États de régler leurs échanges sans jamais soumettre leurs réserves à un éventuel gel arbitraire. Cette dynamique porte un nom. Doctrine Sahel. Apprendre des crises, s'inspirer des innovations, mais surtout ne plus attendre le feu vert des anciens centres de pouvoir avant d'agir. L'Afrique de l'Ouest, face aux incertitudes du franc CFA, invente ses propres instruments de règlement. L'Asie lance des plateformes de paiement régionales. L'Amérique latine privilégie le troc et les paiements en monnaie locale. Derrière cette vague, une même obsession, reprendre la souveraineté financière, contrôler ses réserves, fixer ses règles d'accès, tracer ses propres flux. Car celui qui maîtrise sa liquidité contrôle son destin. Les grandes puissances ne sont plus seules à imposer leurs normes. Chaque région, chaque pays tisse peu à peu son filet de sécurité, réduisant la part de confiance nécessaire envers l'extérieur. Mais ce bouleversement ne concerne pas que les États. Chaque citoyen doit s'interroger. Où dort ma richesse ? Qui contrôle mes fonds ? Quelles lois défendent vraiment mon patrimoine ? Comprendre la circulation de son épargne devient la première ligne de défense contre l'imprévu. Aujourd'hui, ignorer ces mutations expose son pays et ses économies personnelles à l'incertitude, voire à la dévalorisation soudaine si l'ordre institutionnel vacille. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple de Chérif, un entrepreneur burkinabé. Il a longtemps placé son argent sur des comptes européens, persuadé que c'était le choix le plus sûr. Mais depuis l'affaire des avoirs russes, il a commencé à diversifier ses placements, achetant de l'or, investissant dans des coopératives locales et ouvrant des comptes en Afrique du Sud et à Dubaï. Cette stratégie, autrefois marginale, devient la norme chez les élites économiques africaines. Ce nouvel ordre ne punit pas l'inaction, il la sanctionne.
Ceux qui ferment les yeux risquent de voir leur monnaie perdre tout ou partie de sa valeur du jour au lendemain, ou leurs économies bloquées sous une règle étrangère. À l'inverse, ceux qui diversifient, anticipent et innovent jettent les bases de leur sécurité future. Mais cette réinvention de la souveraineté financière ne va pas sans zone d'ombre. Les nouveaux filets de sécurité sont-ils vraiment solides ou masquent-ils d'autres vulnérabilités ? La monnaie la plus précieuse du XXIe siècle n'est ni le dollar ni l'euro, c'est la confiance. Ce mot discret, presque invisible, façonne désormais toutes les règles du jeu. Quand l'Union européenne décide d'utiliser les réserves souveraines russes, elle ne manipule pas seulement des chiffres, elle rompt une promesse silencieuse. Cette promesse garantissait à chaque nation, grande ou petite, que ses avoirs seraient à l'abri, protégés par la neutralité du système international. Derrière les façades de verre de Bruxelles, un simple glissement de vocabulaire, d'avoir gelé à utilisable, a tout fait basculer. Dès qu'un gouvernement s'approprie l'argent d'un autre État, il révèle que c'est la confiance, et non la loi, qui maintenait l'équilibre. Et lorsque cette confiance s'effrite, tout l'édifice vacille. Le signal envoyé au monde est brutal. Si même une puissance comme la Russie peut perdre ses fonds, qui sera le prochain ? De Pékin à Riyad, de Pretoria à Jakarta, tous observent, tous prennent note. Ce ne sont pas 300 milliards ou 1000 milliards qui sont en jeu, mais la crédibilité entière d'un système occidental bâti sur l'inviolabilité des réserves souveraines, même en temps de guerre. En rompant ce pacte, l'Europe ouvre une ère nouvelle. Déjà, des alternatives se dessinent, alliances financières, réseaux de paiement concurrents, monnaies numériques nationales. La méfiance devient moteur d'innovation. Les États cherchent à reprendre la main, à s'émanciper d'un réseau où la confiance n'est plus acquise. Désormais, la stabilité monétaire, la valeur de nos économies, l'indépendance de nos nations reposent sur une base plus fragile que jamais. Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, remontons à la crise monétaire asiatique de 1997. Les pays touchés comme la Thaïlande ou la Corée du Sud ont vu leurs réserves fondre sous la pression des marchés et de décisions étrangères. Depuis, ils accumulent d'immenses réserves, mais la question de leur sécurité juridique reste au cœur des débats, surtout à la lumière des récents événements européens. Celui qui maîtrise la confiance façonnera l'avenir. Celui qui la néglige s'exposera à la précarité, à la dépendance, à la marginalisation. Il ne s'agit plus seulement de grandes puissances, chaque individu, chaque entreprise, chaque citoyen est concerné. La sécurité de votre épargne, la robustesse de votre monnaie, le pouvoir de choisir votre destin financier se jouent ici. Demandez-vous, à qui faites-vous confiance aujourd'hui pour protéger votre patrimoine ? À quelle institution ? Quelle monnaie ? Quel système ? L'Europe a cru que la routine suffisait, mais l'histoire nous rappelle que lorsqu'un système trahit sa propre promesse, la défiance s'installe et la recherche d'alternatives s'accélère. Alors que faire concrètement ? Premièrement, diversifiez vos avoirs. Si l'histoire récente nous apprend une chose, c'est que placer tous ses œufs dans le même panier, fût-il européen ou américain, expose à des risques inattendus. Pensez à répartir vos économies entre différentes monnaies, voire à investir dans des actifs tangibles comme l'or ou l'immobilier, qui dans l'histoire ont souvent servi de refuge en temps d'incertitude. Deuxièmement, informez-vous sur les lois qui protègent votre patrimoine là où il est déposé. Certains pays, comme la Suisse ou Singapour, ont bâti leur réputation sur la stabilité et la protection des actifs étrangers. Mais même ces places fortes doivent s'adapter aux bouleversements actuels. Vérifiez régulièrement la solidité juridique et politique des institutions auxquelles vous confiez vos avoirs. Troisièmement, suivez de près les innovations financières. Les monnaies numériques de banques centrales, les cryptoactifs, les nouveaux réseaux de paiement régionaux peuvent constituer des outils de diversification ou de résistance face au gel et saisies arbitraires. Restez curieux et critiques. Toute innovation porte ses propres risques, mais aussi des opportunités inédites. Quatrièmement, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'action collective. À l'échelle locale, nationale ou régionale, la création de coopératives financières, de caisses mutuelles ou de fonds souverains citoyens peut renforcer la résilience des économies face aux chocs extérieurs. L'exemple des tontines africaines, où des groupes d'individus mutualisent leurs épargnes pour s'entraider, illustre la puissance de la solidarité financière autonome. Cinquièmement, exigez la transparence de vos institutions. N'hésitez pas à demander à votre banque quelles sont ses politiques en cas de crise internationale ou comment elle gère les risques géopolitiques. Plus vous êtes informé, mieux vous pouvez anticiper. Enfin, adoptez une vision de long terme. L'histoire financière mondiale est faite de cycles, de ruptures et de renaissances. Ce qui paraît aujourd'hui acquis peut être remis en cause demain.
Mais ceux qui préparent l'avenir, qui restent de vigilants et adaptent leur stratégie, traversent les tempêtes avec plus de sérénité. Sommes-nous condamnés à regarder un système qui s'effondre ou prêts à bâtir, à notre échelle, des alternatives plus solides? Jamais l'action, la réflexion, l'engagement n'ont été aussi décisifs. La souveraineté n'est plus garantie par des traités, mais par la confiance que l'on inspire, ou que l'on perd. Au moment où les équilibres chancellent et où de nouveaux acteurs avancent dans l'ombre, une question subsiste. Serons-nous capables de défendre notre avenir financier, ou laisserons-nous